travaille à l'agence sur le champ de l'habitat, de la cohésion sociale, de l'évolution des modes de vie. La parole à Didier. On a dit des tavernes, donc je travaille sur tout ce qui est socio-économique, économique et un peu de sociaux. Et très souvent avec les donc on va introduire cette séance. On excuse notre directrice qui est absente aujourd'hui et notre président qui n'est pas là aujourd'hui non plus. Et on va vous parler de différents travaux qu'on a engagés, des travaux plus ou moins récents, mais qui traitent donc de cette question de la cohésion sociale dans les territoires par un angle plutôt lié aux inégalités qu'on peut rencontrer sur le territoire. Donc vous avez ici un listing sommaire, parce qu'il y a d'autres études sur le site de l'agence que vous connaissez très certainement, mais en tous les cas, les éléments de débat qu'on va porter aujourd'hui à votre connaissance se retrouvent dans ces publications, les trois premières, donc des publications de Didier, qui relèvent donc de cette question de la pauvreté et des inégalités, de genre, de revenus, des inégalités scolaires. Donc on va essayer de vous faire un petit condensé de ce que vous pourrez retrouver dans les études que vous voyez ici. Donc on va commencer par le commencement, déjà un petit plan. Donc on va vous présenter donc les différentes différenciations, voire inégalités sociales qu'on peut rencontrer dans des territoires sud-alsaciens, que ce soit des territoires urbains, que ce soit des territoires ruraux, parce que c'est aussi un facteur d'inégalité. Et puis, dans un deuxième temps, Didier vous parlera, il essaiera de effectivement mettre en scène ces différenciations et en quoi elles posent question, ou elles mettent sous tension, ou elles sont facteurs de tension en termes de cohésion sociale. On aura un petit débat pour finir sur ces différents éléments. Donc on va démarrer par le début. Et le début, c'est toujours un petit peu quand même notre démographie, pour vous exposer en fait derrière les derniers scénarios, pour voir comment va évoluer notre population. Notre population, donc à l'échelle nationale, on a beaucoup de variations. Vous avez toujours ces effets de bord, c'est-à-dire que l'Est attire et capte toujours une population de manière assez importante, idem pour le Sud. Et puis quand on s'intéresse au Grand Est, on est sur des territoires qui sont beaucoup plus contrastés, avec une partie du Grand Est en fait, qui connaît des décroissances démographiques, donc une perte d'habitants. Et quand on parle de perte d'habitants, on va voir ce que ça veut dire en termes de classe d'âge, ce qui est impactant aussi après sur ces questions de cohésion sociale. Et puis on a, de manière générale, effectivement, quand on prend l'ensemble du Grand Est, on a toute la partie alsacienne qui est quand même un petit peu plus attractive, mais encore une fois, pas sur tous les territoires, avec Saint-Louis qui va capter une croissance de manière plus importante, et donc des différenciations territoriales, des inégalités territoriales qui vont déjà se creuser juste sous l'angle en fait de l'évolution démographique. Vous avez ici la répartition de la population dans le Haut-Rhin entre 2010 et 2021, avec en bleu les hommes, en orange les femmes. Donc en 2010, c'est le trait plein, dans les deux couleurs, et puis les traits en tireté, c'est en 2021. Donc qu'est-ce qui s'est passé sur cette période un peu rétroactive? Vous le voyez, on a effectivement globalement à l'échelle du Haut-Rhin une population qui évolue, mais très très peu. On est à plus 1%. Ce qu'il faut remarquer surtout, c'est qu'on va avoir un creusement, c'est-à-dire que tendanciellement, les classes d'âge des étudiants, les actifs, sont déjà moins nombreux que 10 ans auparavant. On a un rétrécissement à la base de notre pyramide des âges, avec des enfants qui sont aussi moins nombreux sur le territoire, et puis un changement de paradigme qui s'annonce déjà, mais qui va se confirmer dans les années à venir, c'est qu'effectivement, les tranches d'âge supérieures à 60 ans sont déjà amenées, mais vont être amenées à grandir de plus en plus sur le territoire. Et vous avez ici l'état prospectif de l'évolution de cette population, avec ici en abscisse donc
les différents âges de la population et leur répartition en 2018. Donc en bleu, on voit qu'en 2018, on a tendanciellement donc, beaucoup d'enfants et puis des classes d'âge qui sont assez fournies, jusqu'à effectivement 46-50 ans. Et puis en 2070, on voit que on va partir d'un petit peu plus bas. Donc cette diminution de la population, elle va se manifester sur toutes les tranches d'âge, si on suit. Mais sur les 70 ans et plus, on va tendanciellement gagner beaucoup d'habitants. Alors du coup, on s'est intéressé à qu'est-ce que ça pouvait dire sur le territoire et qu'est-ce que ça pouvait dire en termes de cohésion sociale et éventuellement d'inégalité sur le territoire. On a regardé ça sous l'angle des revenus de la population. Vous avez ici la répartition des revenus médians dans l'ensemble du Haut-Rhin, selon les tranches d'âge et selon différentes périodes, donc 2014 en orange, 2021 en bleu. Ce qu'il faut remarquer, c'est que les revenus médians, de manière générale, ils augmentent sur le territoire haut-rhinois. Mais, on le voit, les personnes aujourd'hui, ces augmentations vont concerner toutes les tranches d'âge. Mais les moins de 30 ans partent quand même nettement plus bas. On va avoir des différences de revenus qui vont être systématiquement, effectivement, plus l'avancée en âge augmente, plus le revenu médian augmente. Ça aussi, c'est un facteur qui aujourd'hui existe. Dans les années à venir, les seniors de demain ne seront plus les seniors d'aujourd'hui, avec des personnes qui auront connu des ruptures beaucoup plus fréquentes, qui auront moins facilement accédé à la propriété, qui auront un patrimoine qui sera moins constitué. Donc une zone de fracture, une question de pauvreté qui pourrait aussi s'instiller dans le débat. Juste une question de précision, lorsqu'on parlait de revenus médians. Oui. Ce sont des revenus médians nets ou bruts, ou c'est quoi exactement? C'est le revenu. C'est pas tout à fait la même chose. Tout à fait. Donc là, c'est le revenu médian net. Oui, net. Tout à fait. Donc qui sépare la population. Donc par unité de consommation, ça veut dire qu'on va comptabiliser le nombre de personnes qui sont dans le ménage et en fonction de leur âge, notamment en fonction de leur âge, il y a des pondérations qui sont effectuées. Voilà. Donc, on va avoir des différences de revenus, et on va y revenir, entre les moins jeunes et les plus jeunes, mais on va aussi avoir des différenciations de revenus médians, en fonction du sexe ou du genre. Ces disparités de revenus, vous les avez ici représentées sur une cartographie générale, avec donc cette cartographie à gauche, qui représente les revenus médians disponibles par unité de consommation en fonction des EPCI dans le Haut-Rhin. Donc on le voit, vous êtes peut-être habitué à voir les cartographies à la commune. Quand on a les cartographies à la commune, on a une différenciation très nette. Plus on se rapproche de Bâle, plus le revenu médian par unité de consommation augmente. Donc là aussi des inégalités territoriales qui vont s'exprimer sur ce champ des revenus. À côté, on vous a indiqué le taux de pauvreté. Donc le taux de pauvreté, c'est un pourcentage, c'est les personnes qui vivent avec moins de 60% du revenu médian de la population. Et donc vous le voyez s'exprimer ici. Chose qui peut paraître assez contradictoire. Souvent, effectivement, on va avoir les niveaux de vie les plus faibles dans les territoires de vallée, mais les revenus, la pauvreté qui s'exprime va être nettement plus importante. Là, je prends l'exemple le plus criant, dans la communauté d'agglomération, donc dans des tissus nettement plus urbanisés, mais nettement plus diversifiés. Ça veut dire qu'à l'intérieur aussi des territoires urbains, on a des différences de revenus qui peuvent être très importantes et une manifestation de la pauvreté qui est plus importante parce que plus de différenciation sociale dans les territoires urbains. Quand on regarde les niveaux de revenus, mais que cette fois-ci on les applique au profil des ménages, donc aux personnes qui vivent seules ou aux familles monoparentales, là par contre on va se retrouver effectivement avec des constats beaucoup plus criants. Les personnes isolées et les familles monoparentales sont les plus précarisées. Et à l'intérieur même de ces territoires, donc vous avez ici la représentation des revenus médians selon qu'on est un homme seul, une femme seule, une famille monoparentale, et puis on termine avec le taux de pauvreté des familles monoparentales qui est plus élevé que le taux de pauvreté qu'on a affiché dans la carte précédente. Ce qu'il faut retenir, c'est que
Les revenus médians, ils sont nettement moins élevés pour les personnes qui vivent seules sur le territoire. Mais encore une fois, dans cette catégorisation-là, on se rend compte qu'on a quand même encore une dichotomie homme-femme persistante avec des femmes qui ont des niveaux de ressources, quand elles vivent seules, encore moins élevés que pour les hommes. Donc on a une pauvreté qui va s'aggraver pour les personnes seules, une féminisation de la pauvreté aussi sur les territoires, et une aggravation de la pauvreté pour les familles monoparentales en fonction du nombre d'enfants. Plus le nombre d'enfants augmente, plus les taux de pauvreté deviennent aussi importants au sein des familles monoparentales. Pardon, Didier. La question d'inégalité, c'est vrai que quand on parle des revenus, on voit aussi les différences qu'il y a, et puis souvent on se dit que la question de la pauvreté, comme on l'a évoqué, c'est un phénomène qui est urbain. Les taux de pauvreté les plus élevés, vous l'avez vu, sont à Mulhouse, mais il y a aussi un autre facteur à prendre en compte, c'est que souvent on est dans une pauvreté silencieuse dans les campagnes et dans les espaces les plus ruraux du territoire, avec souvent une précarité qui s'accroît pour les jeunes dans ces espaces ruraux, qui souvent sont un peu éloignés et puis rejettent ou ne recourent pas aux aides sociales pour des questions de réputation, des questions de ne pas paraître comme un assisté. Et du coup, il y a aussi des impacts sur l'employabilité des jeunes qui sont un petit peu plus effectivement dans les campagnes, isolés de cette employabilité. Les écarts, attends Didier, tu peux encore revenir sur la précédente, les écarts hommes et femmes sont également plus importants dans les territoires de campagne. Les territoires ruraux sont très hétérogènes, mais les taux d'activité des femmes sont tendanciellement nettement plus faibles que ceux des hommes, ce qui est moins le cas dans les territoires urbains ou en ville. La deuxième forme d'inégalité qu'on a abordée dans les études qui ont été menées, ce sont les inégalités à l'école, avec une étude donc sur les parcours scolaires, l'évolution de ces parcours scolaires. Vous avez ici une carte qui représente l'indice de position sociale. L'indice de position sociale, c'est un indicateur qui est utilisé dans les écoles, mais aussi dans les collèges et les lycées. C'est une espèce de note attribuée à l'établissement en fonction des élèves qui composent cet établissement, mais surtout des caractéristiques socio-professionnelles des élèves et socio-professionnelles de leurs parents. Plus l'indice de positionnement social est élevé, plus on va dire que l'établissement est caractérisé comme accueillant des élèves issus d'un milieu socio-économique et culturel plus favorisé. Vous le voyez ici, on a un petit peu une répartition, une dichotomie entre les territoires qui sont au nord de la diagonale et ceux qui sont au sud de la diagonale, avec un poids d'origine sociale des élèves sur la réussite scolaire qui est très élevé. Vous le voyez, les indices de position sociale sont tendanciellement plus faibles, donc dans les territoires au nord de cette diagonale, même si on a encore de fortes disparités territoriales entre les départements, au sein même des départements, au sein même des intercommunalités. Là, c'est une vision un petit peu globale qu'on vous donnait. On a également, avec cette indice de position sociale, le corollaire. On a regardé la part des 16-25 ans qui ne sont pas scolarisés ou qui sont sans diplôme. Là aussi, on est dans la grande masse sur cette dichotomie qu'on va retrouver un petit peu. Tendanciellement, dans le Nord, on va avoir des élèves, une part de jeunes qui sont sans diplôme, qui seront un petit peu plus élevés sur les territoires autour donc, de la grande région Île-de-France et dans quelques territoires au sud. Ce qui amène ces inégalités qui qu'on a essayé de mettre en avant, à des carrières qui sont très différentes en fonction des hommes et des femmes. Le graphique ici représente les différences filles-garçons dans les choix d'enseignement de spécialité en terminale. Alors, ce qu'il faut en retenir, c'est que
Non pas que les filles ne soient pas bonnes en sciences plutôt physiques ou en sciences mathématiques, mais elles se dirigent moins spontanément vers des filières scientifiques et souvent, de manière globale en fait, vont plutôt vers des études humaines et sociales ou vers des professions qui sont liées aux soins. Les garçons, on va plus les retrouver dans des filières techniques, mathématiques, scientifiques. Et ce qui nous amène effectivement, de manière générale, sur les territoires, à avoir moins de femmes cadres et plus de professions intermédiaires, moins de femmes aussi dans l'industrie, et puis on va avoir plus de femmes dans les services, mais à des niveaux de ressources qui restent souvent inférieurs, et des différences aussi marquées en fonction de l'origine des femmes. Donc c'est vrai qu'on est au niveau des parcours scolaires et des inégalités scolaires sur des enjeux importants sur le territoire qui se manifestent ici, donc on est sur l'Académie de Strasbourg, qui se manifestent plus généralement à une échelle nationale. Vous avez, pour terminer sur ce sujet, une répartition ici des salariés dans les métiers du numérique en 2017, qui révèle aussi, qui est aussi un révélateur, avec une part des femmes qui est tendanciellement aussi moins élevée dans ces nouvelles technologies. On a également regardé, en matière d'inégalité, et pour rester sur le champ du numérique, l'indice de fragilité numérique dans les territoires. Donc ça, c'est un organisme qui s'appelle la MEDNUM, qui travaille sur différents facteurs, qui construit un indice synthétique. Vous pouvez le retrouver à toutes les échelles, même à des échelles, même à l'IRIS en fait, et qui essaye de regarder quelle est la fragilité numérique dans le territoire en fonction d'un certain nombre d'indicateurs que vous avez ici. La non-couverture en 4G, le taux de pauvreté, la part des 65 ans et plus, et la part des peu ou pas diplômés. Parce qu'on a beaucoup à l'esprit que la fragilité numérique s'exprime pour un public de seniors. Or, elle s'exprime aussi pour un public de jeunes, parce que c'est souvent très facile d'accéder aux réseaux sociaux, mais quand il faut faire une inscription à la bibliothèque ou à la piscine, les jeunes se trouvent aussi un petit peu démunis sur les outils informatiques. Donc, on a une fracture numérique qui est facteur de l'âge, qui est aussi un facteur du genre, qui est aussi facteur du territoire dans lequel on habite. Et là aussi, même si on pourrait dire que tendanciellement, effectivement, on a quand même des territoires, les territoires en bleu sont ceux qui ont un risque finalement faible de fracture numérique, parce qu'équipés ou parce que, effectivement, au vu de l'indice, les conditions sont réunies. Mais on voit que dans le territoire, par exemple, sungovien, on a des poches de précarité numérique. Donc là aussi, une précarité qui s'exprime territorialement, avec tendanciellement aussi des poches de précarité qu'on va retrouver dans certains territoires, et notamment des territoires plus ruraux. On va terminer sur les disparités de revenus par CSP et par genre. On a des revenus qui sont très différents selon les CSP, et au sein des CSP, entre les hommes et les femmes, on a encore des différenciations. Vous le voyez ici, le salaire net horaire moyen des cadres. Les femmes sont moins payées que les hommes. Idem sur les professions intermédiaires, mais idem sur les employés et les ouvriers. La redistribution sociale, elle va corriger ces écarts, mais elle ne va pas résoudre tous les problèmes. On a toujours encore 22% de travailleurs pauvres dans la région Grand Est, et dans ces travailleurs pauvres, un pourcentage de près de 8% qui vit encore sous le seuil de pauvreté. On a tenté avec Didier, à partir de tous les indicateurs sociaux des mots qu'on avait recensés, d'essayer de qualifier la fragilité des territoires. Donc ici, vous avez le territoire de l'agglomération mulhousienne, en constituant un espèce d'indice de précarité, en prenant en compte les ressources, les profils socio-démographiques des habitants, les revenus, la question de la réussite scolaire, de la formation, la question du genre. Et on a effectivement essayé de constituer cet indice. Plus, effectivement, vous êtes dans le bleu et le vert, moins les signes de précarité sociale sont importants, mais plus vous êtes dans les territoires orange et rouge, plus les signes de précarité sont élevés. On va retrouver ce qu'on y a superposé donc en noir, les QPV, les quartiers prioritaires de la politique de la ville, qui ressortent comme des espaces de difficulté.
L'enjeu, c'est de dire que voilà, il y a des choses, bien sûr, qu'on connaît. On sait que dans les QPV, on a des difficultés, mais on voit aussi qu'à la frange des QPV, ou dans certaines communes, et souvent des communes urbaines, on est sur le secteur d'Ilzac, on est sur les iris, quelques iris de Rixheim, de Riedisheim, de Wittenheim. On va les retrouver effectivement presque à la jonction de Brunstatt. On a aussi ces poches de précarité qui commencent à s'instiller dans le territoire et pas forcément dans les territoires qu'on avait imaginés. Bien, je vais prendre le relais. Vous avez exposé par Jennifer des indicateurs de disparité ou d'inégalité, on pourrait en trouver d'autres, et au fur et à mesure dans les études qu'on réalise, on a d'autres indicateurs. On ne voulait pas faire trop long, on a retenu les principaux. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'éclaircissement ou autre à propos de ces indicateurs, ben c'est le moment, sinon j'embraye. Pas de questions, tout était clair? Comme d'habitude, je vais vous faire du concret. Alors, maintenant qu'on a vu quelques-unes de ces disparités, de ces inégalités, on va essayer d'apporter des éléments de réflexion sur en quoi ça met en tension la cohésion sociale. Le problème étant que la cohésion sociale, on ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas trop comment la définir. Alors je vais vous en proposer des éléments de définition d'abord. La première définition, faire vivre ensemble des disparités de statut, d'aspiration, etc. Ça, c'est une très vieille conception de la cohésion sociale, même si on n'en parlait pas comme ça à l'époque, mais vous le trouvez chez Platon, dans le discours, le politique. Vous avez cette dimension, comment je vais faire vivre ensemble des gens qui n'ont pas forcément grand-chose à voir entre eux, finalement, qui ont des intérêts différents, il y a des forts, des faibles, des malins, des bêtes, etc. Et donc, il faut les tisser ensemble, disait Platon. Première définition, un peu politique, mais qui a traversé les siècles, et qui est revenue à l'époque moderne, pour l'époque moderne, je veux dire le XVIIe siècle, chez Baudin, chez Lalouette, qui a mis en œuvre une constante dans l'histoire de l'État français, c'est la politique de la saine médiocrité. Pas de pauvres trop pauvres, ni de riches trop riches. Et c'était un invariant politique depuis 3 siècles, voire plus. C'est intéressant, parce qu'on y reviendra, vous verrez qu'on a aujourd'hui de grosses différences de fortune. La deuxième acception de la cohésion sociale, la plus culturaliste, c'est avoir des valeurs, avoir des références, avoir une culture commune. Liberté, égalité, fraternité. Voilà, ça c'est les emblèmes, les valeurs que nous sommes tous censés partager et qui fait la cohésion, l'image de la France avec les droits de l'homme, etc., etc. Troisième élément de définition, c'est une définition qu'on va trouver chez Durkheim, donc plutôt dans la sociologie, mais les trois sont transversales. Hein. C'est la cohésion sociale, c'est ce qui permet d'assurer la statique sociale, l'ordre, la permanence, et puis la dynamique sociale. Il faut quand même que la société évolue. Mais il faut que l'évolution ne soit pas une révolution. Hein. Il faut que ça évolue tout en gardant une certaine stabilité. C'est le rôle, là aussi, de l'État et des institutions de permettre comme ça cette permanence et ce changement à la fois. Voilà, petit élément de définition, on pourrait en trouver d'autres, mais je crois qu'avec les 3 dimensions, politique, sociologique et culturaliste, on a un tour d'horizon de la notion de cohésion sociale suffisante. Alors, voyons voir ce qu'il en est aujourd'hui. En quoi notre cohésion sociale est sous tension. Je me suis amusé à reprendre le texte du Haut Conseil égalité des femmes et des hommes, puisqu'on a vu que les disparités hommes-femmes dans les revenus, dans les carrières possibles, dans les études étaient très fortes. Qu'est-ce qu'on lit? Les hommes de 25-34 sont seulement 35% considérés anormal qu'un homme ait un salaire supérieur à celui de sa collègue à poste égal. Je traduis, 65% des hommes trouvent normal que leurs collègues qui ont le même poste, le même diplôme, etc., aient un salaire plus bas que le leur. Ah, c'est bien. C'est pas des vieux,
Non, c'est des jeunes de 25-34. C'est nos enfants, quoi, enfin les miens. Donc là, il y a peut-être un petit problème. Et on voit arriver, effectivement, au travers des influenceurs, etc., un renouveau du masculinisme, de la virilité, etc., etc. Pendant ce temps-là, les violences physiques subies par les femmes, elles ne baissent pas. Alors on ne sait pas ce qui est dû à une croissance des faits ou à plus de... ou au fait que les femmes aillent plus dénoncer les violences qu'elles subissent, mais vous voyez qu'au tribunal judiciaire de Mulhouse, violence par conjoint ou concubin, on est passé de 400 en 2012 à 1000 en 2023, c'est loin d'être négligeable. Donc on a un vrai problème de violence. Or, la cohésion sociale suppose une société quand même apaisée. On a des valeurs communes, d'égalité, on devrait avoir, parce qu'on a des lois en plus depuis des années qui nous disent qu'il faut l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est même inscrit dans la Constitution. Malheureusement, on voit que ce n'est pas le cas. Alors ça, c'est les violences physiques, mais il y a des violences qui sont tout aussi importantes. Ce sont les violences symboliques. Alors il y en a des quantités. Quand on vous refuse des promotions, quand il y a des phénomènes d'exclusion de certains métiers. Je pense à des ingénieurs, des femmes qui ont réussi à faire des écoles d'ingénieurs, mais qui ne trouvent pas de boulot dans l'industrie. Ah non, c'est pas pour les femmes. C'est quand même un peu dommage. Ça fait partie de ces violences symboliques. Et puis j'en ai trouvé une qui m'amuse, c'est le nombre de femmes, de noms féminins dans les rues de Mulhouse. Alors je ne suis pas sûr d'avoir fait toutes les rues de Mulhouse, mais enfin un certain nombre, j'en ai 20 qui ont un nom féminin, et très souvent il n'y a que le prénom. La rue Flora, Trista, machin truc, Henriette, alors que les hommes ont toujours droit à monsieur, Dolphus, machin, etc. Donc voilà, ça fait partie aussi d'éléments de compréhension aussi de certains mouvements de contestation du patriarcat, parce qu'effectivement, c'est aussi une façon d'exclure les femmes de l'espace public. Si je prenais le nombre d'élus, hommes et femmes, dans la région mulhousienne depuis 1900, on ne trouverait que quelques 11 femmes, je pense, maires. Hein, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que là, on a une exclusion de la sphère publique qui renvoie les femmes à leur rôle de mère et à leur rôle familial. Hein, d'ailleurs, on a passé le CIDF, le Centre d'information des droits des femmes, c'est devenu Centre d'information des droits des femmes et des familles, comme si on ne pouvait pas penser la femme sans la famille. Donc là, il y a toute une série de processus qui se mettent en œuvre et qui tendent à avoir une tension entre les hommes et les femmes qui se renforce, alors qu'on pensait ces dernières décennies être allé dans une voie un peu plus pacifique. Deuxième élément, Jennifer l'a dit, on a 22% de travailleurs pauvres dans le Grand Est. Une fois qu'on a mis la redistribution sociale, les allocations familiales, les allocations chômage, les réductions d'impôts, etc., on arrive quand même à 8% de travailleurs pauvres. Mais la France reste l'un des pays, en termes de revenus, les plus égalitaires de l'OCDE. Alors on est content, on peut toujours se dire, on est bon, on est égalitaire. Ouais, sauf qu'on est sur un indicateur unique, le revenu. Mais qu'est-ce qui se passe quand on regarde le patrimoine? Le patrimoine, c'est ce qui s'accumule au cours du temps. Au-delà de ce que je gagne aujourd'hui, c'est combien je vais hériter, combien j'ai hérité, et combien mon épargne peut me rapporter. Alors, au niveau de l'INSEE, on nous donne les informations suivantes. Premier décile, les 10% les moins riches, on va dire, les 10% qui ont le plus petit patrimoine, 10% de la population, ont un patrimoine net, une fois qu'on a retiré les emprunts, etc., de 3 000 €. Voilà. Le 9e décile, c'est-à-dire les 10% qui ont le plus gros patrimoine, ont un patrimoine de 635 200 €. Vous voyez l'écart entre 3 000 et 635 000. Alors si on prend le percentile 99, c'est-à-dire le 1% des plus hauts patrimoines, on est à ce moment-là à 2 073 000 €. Mais vous voyez là, on est sur quand même
une problématique importante, c'est comme l'écrivait Le Monde il y a quelques jours. Autrefois, l'ancien régime, on héritait de privilèges, aujourd'hui, on hérite d'une fortune. Alors vous allez me dire, bah, c'est pas grave, il y a toujours eu de l'inégalité du patrimoine, bien sûr, mais là, il devient énorme, et ça a un effet quand même induit important. C'est que, aux yeux de ceux qui ont des petits patrimoines, 3 000 euros, 10 000 euros, même 26 000 euros, c'est quand même pas énorme, vous n'êtes même pas propriétaire de votre appartement, hein, à ce prix-là, vous ne risquez pas. Eh bien, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent travailler autant qu'ils veulent, ils peuvent avoir fait les études, Il y a à côté des gens qui héritent d'un patrimoine sans rien foutre, sans aucun mérite. Et donc, c'est un des pivots des sociétés, et de la société française qui est attaquée, c'est la méritocratie. La richesse, les inégalités, ok, mais ça doit être mérité. Hein? Et là, on est sur un problème, c'est qu'on a apparemment des fortunes qui s'héritent, qui se transmettent, sans qu'il y ait un mérite derrière que ce soit. Un autre problème, on a dit tout à l'heure que dans la définition que la cohésion sociale renvoyait à une culture partagée. Alors regardons les pratiques culturelles des Français, il y a les enquêtes régulières, enquêtes sur les ressources et les consommations de vie. Quelles sont les pratiques culturelles des Français et des Françaises? Pour ceux qui en ont, déjà, au moins qui rentrent dans les catégories proposées par l'INSEE. Alors j'ai encadré les cadres et les ouvriers, c'est un bon marqueur social. Hein. 64% des cadres sont allés au cinéma dans les 12 derniers mois, 30% des ouvriers seulement. Je ne parle même pas de la différence de films qui sont allés voir. Est-ce que vous avez visité un site culturel? 62,6 pour les cadres, 17,8 pour les ouvriers. Est-ce que vous avez assisté à un spectacle? 45% des cadres, allez, on va dire 11% des ouvriers. Et avez-vous lu un livre? 83% des cadres et 37% des ouvriers. Autrement dit, là, on est sur des mondes qui ne se rencontrent plus. On n'a absolument plus de pratiques communes, collectives. Le temps où on pensait que la culture était un vecteur de promotion sociale et devait être partagée, etc., je crois qu'on en est un peu loin actuellement. Mais ça veut dire que si on n'a pas de culture commune, comment peut-on partager une vision de l'avenir en commun, des valeurs communes, dès lors qu'on a pour seule pratique commune d'aller à un événement sportif qui est une compétition qui ne renvoie pas forcément à des formes de cohésion évidentes. Une autre source de tension, c'est que jusqu'à présent, l'éducation était pensée comme un vecteur de promotion sociale. Les parents envoyaient leurs gamins faire des études, et en faisant les études, ils arrivaient progressivement à franchir potentiellement ce qu'on appelait les frontières de classe. Ça n'a jamais été le cas, mais au moins on pouvait être à peu près assuré qu'en faisant des études, les enfants auraient un meilleur niveau de revenus et de conditions de vie que les parents. Ça marchait. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a ce qu'on appelle du déclassement, c'est-à-dire des jeunes qui ont fait des études, mais qui ne sont pas employés à un poste qui correspond à leur niveau de formation. Aux États-Unis, c'est encore pire qu'en France ou en Europe. Aujourd'hui, en plus avec le coût des études aux États-Unis, on a plein de jeunes qui renoncent à faire des études supérieures parce que de toute façon c'est trop cher et ça ne garantit même plus une quelconque promotion ou ascension sociale. Et bien en France, on est un petit peu sur le même chemin. Vous avez des régions entières où finalement l'ascenseur social, comme on disait, est un peu en panne. On n'arrive plus à trouver à s'employer en relation avec ces diplômes. Alors bien sûr, ça nous remet encore une fois le mérite, la méritocratie en cause. Qu'est-ce que vaut le diplôme si finalement avec mon diplôme je suis employé à la caisse du supermarché? Bon.
Mais c'est peut-être plus profond que ça. Je ne sais pas si vous avez lu le dernier bouquin de Peter Turchin, en bon français. C'est un russe naturalisé américain qui travaille à l'université du Connecticut. Alors le titre de son dernier bouquin, il est catastrophique, c'est « Le chaos qui vient ». C'est un cryométricien, c'est un biologiste de formation, évolutionniste, qui s'intéresse avec ses collègues à l'histoire économique, en reconstituant des séries ultra longues et très très variées de faits. Il les met dans un ordinateur énorme et il cherche des régularités. Et parmi les régularités qu'il a trouvées avec son équipe, il y en a deux fondamentales. La première, c'est que dès lors qu'il y a une très forte croissance des inégalités, on a plus de chances d'avoir des cycles de type révolutionnaire. Alors, ça ne veut pas dire forcément qu'on fait la révolution, mais ça peut être des révoltes comme les grandes révoltes raciales il y a 60 ans aux États-Unis, par exemple. Ça peut être des vraies révolutions. La deuxième, c'est le fait d'avoir des élites qui ne peuvent plus accéder à leur statut d'élite. C'est notre cas là. J'ai des jeunes qui font partie de l'élite. Ils sont diplômés, master 2, doctorat, pourquoi pas, mais ils ne sont pas employés à leur niveau. Ça conduit à quoi? Ça conduit à la contestation des élites qui sont en poste. Ça conduit à la contestation des élites en poste parce que finalement, j'ai une catégorie de population qui pourrait se revendiquer comme faisant partie de l'élite, qui ne peut pas accéder à des postes élitistes ou élitaires, je ne sais pas comment il faut dire, et donc qui contestent l'élite en poste. Et d'autant plus que nos jeunes, ils voient bien, eux ils font un Master 2, c'est bien, je parle de Master 2 parce que c'est assez fréquent, mais pendant ce temps-là, les enfants les plus favorisés, ils sont partis, ils ne sont plus à l'université, ils sont dans des grandes écoles, éventuellement privées, ou même publiques, mais qui leur garantit l'accès à des élites. Alors là, on a quand même, à partir de l'analyse de Turchin, on a quand même deux éléments intéressants qu'on trouve actuellement en France. Il dit qu'on est moins avancé en Europe et en France qu'aux États-Unis, mais on trouve quand même des ferments de troubles, croissance très forte des inégalités, on a vu les inégalités de patrimoine, et puis des élites qui ne sont plus légitimes, et une catégorie de personnes qui prétend être l'élite. Je ne vais pas porter de jugement, je ne sais pas si elles ont raison, si elles sont plus ou moins, mais au moins, elles se pensent comme telles. Puis, il y a quelque chose qui est assez important, c'est la reproduction sociale. On sait que l'éducation nationale n'a jamais totalement réussi à remplir son rôle d'ascenseur social. La France est quand même un des pays de l'OCDE qui réussit le moins à gommer les inégalités sociales grâce au système éducatif. On a un système éducatif qui est lamentable. Ça, on ne peut pas le dire autrement, parce que d'année en année, d'études en études, et là, quel que soit le fournisseur de données, je dirais, on arrive toujours à la même conséquence, c'est que le système éducatif est de moins en moins capable de corriger les inégalités sociales. Alors là, c'est quelque chose d'intéressant. Pareil, c'est l'INSEE. Quand je suis dans une famille précaire, je suis adolescent dans une famille précaire, ben, j'ai 60%, si je suis une femme, toujours les mêmes différences entre hommes et femmes, hein, c'est transversal, quelles que soient les variables, on retrouve les femmes 60% de n'avoir aucun diplôme, les hommes 50% pratiquement de chance de n'avoir aucun diplôme. On a dit tout à l'heure qu'on avait 28% de travailleurs pauvres. Hein. Ça, ce sont des gens précaires. Donc leurs gamins partent avec un handicap de, allez, 50%. Quelle est leur probabilité d'obtenir le baccalauréat? Bah, pratiquement moins 20% de chance par rapport à des gamins non précaires. Et puis, alors, accéder à un diplôme supérieur, ben, moins 40% pour les femmes et moins 20 et quelques % pour les hommes.
Donc là, on a un mécanisme de reproduction sociale, ce que j'ai appelé dans le titre la trappe à pauvreté, c'est-à-dire que vous êtes pauvre, vous y restez. Et la France est un des pays où la probabilité de sortir de la pauvreté est le plus faible. Il faut, je ne sais plus, 100 et quelques années pour sortir une génération de la pauvreté. Vous prenez les pays nordiques, comme quoi il y a des actions possibles. Vous prenez les pays nordiques, le délai pour sortir de la pauvreté ou de la précarité est beaucoup plus court. Parce qu'on a un système éducatif qui fonctionne mieux, parce qu'on a peut-être des pratiques d'accompagnement qui fonctionnent mieux, etc. Mais il y a des choses à faire, ça c'est sûr. Alors, à quoi ça conduit tout ça? Ça conduit à ce qu'on ait une forte polarisation des opinions. J'ai pris sur Public Sénat, j'ai pris les votes aux dernières législatives. Prenez les jeunes, 18-34, ben on est entre 48-38% pour le nouveau Front populaire, mais on est aussi à 36-32% pour le Front national et ses alliés. Si vous prenez les populations plus âgées, on retrouve les disparités dont Jennifer a parlé entre les classes d'âge. Ben, on a aussi beaucoup de gens qui vont aller voter à l'extrême droite, mais on a aussi un vote plus centriste qui est plus important. Et on retrouve une certaine méfiance sociale. Enquête de l'OCDE sur la confiance dans le gouvernement national, c'est impressionnant. En France, on est grosso modo 18-19 ans, ben on est à 25% à faire confiance dans le gouvernement national. Il n'y a que les 50 ans et plus qui voient le degré de confiance remonter un peu, mais on reste à 30%. Alors déjà, on pourrait considérer qu'au niveau de l'OCDE, 45%, c'est pas génial, 45% de confiance dans son gouvernement, mais quand on arrive à 30%, au mieux en France, c'est vraiment catastrophique. Et comment on comprend ça? Bah, c'est simple. Comment voulez-vous avoir confiance dans les institutions si elles ne sont plus capables de permettre à tout le monde de s'inscrire dans une dynamique? Dans une dynamique, il y a toujours ceux qui vont plus vite et moins vite, mais au moins tout le monde est embarqué. Or, aujourd'hui, on est dans un système qui n'est plus capable d'embarquer tout le monde dans le même mouvement. Alors, si vous reprenez la définition de la cohésion sociale que je vous ai proposée, c'est de la statique et de la dynamique, de faire vivre les choses, assurer un mouvement d'ensemble. Si les institutions ne sont plus capables de le faire, à ce moment-là, ça peut conduire à des phénomènes de révolte urbaine, par exemple, assez typiquement. Parmi tous les condamnés dans les dernières révoltes urbaines en France, il n'y avait que 4% de diplômés du supérieur. C'est marrant, hein? C'était essentiellement de très jeunes et qui étaient en rupture scolaire. Et massivement des garçons. Et massivement des garçons. Et massivement des garçons très jeunes. Alors, ça c'est un graphique de synthèse. Je reprends, il y a du déclassement, du rejet des élites. Alors, je ne résiste pas, hein. Je vais vous la montrer. Allez. Voilà. Fondation Jean Jaurès, bon, elle est plutôt classée à gauche, mais elle fait généralement du travail un peu sérieux. Qu'est-ce qui empêche les institutions d'œuvrer dans l'intérêt général? Les plus riches, les lobbies économiques, l'élite politique. Voilà qui est dit. On a bien là un rejet des élites, économiques comme politique, inégalité patrimoniale, des violences physiques et symboliques, différenciation scolaire. Jennifer a montré des cartes, on était au niveau national. Si on regardait la différenciation scolaire, les IPS des collèges et des lycées dans l'agglomération mulhousienne, c'est une caricature. C'est-à-dire qu'on a quelques établissements privés, tous privés, qui sont à 130 et plus, et il n'y a aucun collège ou lycée public qui est à plus de 100 de mémoire. Mais vous avez les données dans l'étude sur le parcours scolaire. Polarisation des opinions, des cultures et pratiques culturelles différentes, trappe à pauvreté, perte de légitimité institutionnelle, méritocratie défaillante. Alors je vous propose de faire un exercice d'imagination. Vous faites tourner tout ça, et vous avez une centrifugeuse, ou une essoreuse si vous préférez. C'est-à-dire que tout le monde part
voilà, dans tous les sens, et c'est contraire à la cohésion sociale, au sens où la cohésion sociale doit être capable de maintenir autour d'une certaine centralité, de valeurs communes, de modes de vie communs, l'ensemble du public. Et donc là, on est dans une époque qui est délicate, parce que potentiellement, elle est assez explosive. Alors, je parlais du dernier bouquin de Turkheim, mais vous pouvez prendre le dernier bouquin de Stiglitz. Je ne sais pas si vous avez lu. Stiglitz est un économiste démocrate américain, prix Nobel d'économie, ça va être très très brillant, et lui aussi n'est pas très optimiste. Je ne vous dirai pas sa conclusion, mais disons qu'on a tout intérêt à réinventer la social-démocratie, d'urgence. Et lui, d'ailleurs, comme Turkheim, ils ont un point commun, partant sur des prémices complètement différentes, c'est que les inégalités, la croissance des inégalités qui sont injustifiables, par ailleurs, ou très difficilement justifiables, est un mal à la fois économique et politique. Oui? Que mettez-vous dans la méritocratie? La méritocratie, c'est l'idée selon laquelle la situation des personnes est relative au travail qu'ils ont fourni pour l'obtenir. J'ai bien travaillé à l'école, j'ai un bon emploi, je travaille bien dans mon entreprise, j'ai réussi à avoir une progression de carrière et un bon salaire, mais je le mérite. Mes enfants ont fait des bonnes études, donc ils méritent d'avoir un poste un peu meilleur que le mien. Voilà, la méritocratie, c'est ça. La méritocratie, c'est quand je peux dire ma situation est légitime parce qu'elle est due à mes efforts et à mon travail. Dès lors que j'hérite de X millions d'euros sans avoir rien fait, il n'y a aucun mérite. Voilà. Parce que le mérite, vous avez une analyse, le mérite, il est reconnu en quoi et par qui? Ça existe encore. Bien sûr, mais justement, le problème, c'est que pour une partie de la population, des situations extrêmes, avec des immenses fortunes qui se transmettent, on a vu, hein, le 1% qui a en moyenne 2 millions et quelques de patrimoine, alors que les 10% les moins riches, les moins dotés en patrimoine sont à 3 000, eh bien, allez leur expliquer à ceux-là que les riches qui héritent de 2 millions ont mérité cette fortune. Non, c'est impossible. Et donc, les inégalités ne sont plus perçues comme acceptables socialement, parce qu'elles sont insoutenables en termes de justification, en termes de légitimation de l'inégalité. Encore une fois, des inégalités, il y en a toujours eu. Mais à un moment, si cette inégalité paraît légitime, par exemple fondée sur le travail, le mérite, alors elles sont acceptées. Actuellement, une grande partie de la population pense que les inégalités sont injustifiables. Et donc, il faut renverser la table. Hein. D'où le vote, la polarisation des opinions entre, je sais pas, la France insoumise et Marine Le Pen. Hein. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Mais on ne peut pas en rester sur ce discours un peu pessimiste, même si je pense sincèrement qu'il y a de quoi ne pas être très optimiste. Mais on a, dans les travaux qu'on fait, on a toujours repéré des biais, des voies pour essayer de remédier à la situation. Alors on en a cité quelques-unes. L'éducation, ça reste quelque chose de fondamental. Mais peut-être qu'il faut repenser complètement notre système éducatif. Et a fortiori, en ce qui concerne les filles. Pourquoi est-ce que, arrivé au CP, les filles décrochent en maths? Voilà. Peut-être qu'il faudrait s'intéresser aussi. Plus tard, quand même. Ou CE1, CP ou CE1, je ne sais plus. Mais c'est très jeune. Peut-être qu'il faudrait s'intéresser aussi à la fois aux méthodes pédagogiques et puis aux pratiques des enseignants.
Accès à la culture pour tous. On n'a plus du tout les mêmes pratiques culturelles, mais on est dans des pratiques culturelles ultra élitistes. Quand on regarde le budget de la culture d'un Parisien, enfin d'un habitant d'Île-de-France est 15 fois supérieur au budget de la culture d'un habitant d'une autre région de France. 15 fois. C'est intéressant. Et quand on regarde quel type de pratiques culturelles sont subventionnées, au niveau local, on voit qu'on a quand même des pratiques culturelles qui ne s'adressent pas à tout le monde, pas au même public. Donc peut-être qu'il faudrait aussi réfléchir à la culture. Quelle culture on veut transmettre, quelle culture on veut partager. La scolarisation des jeunes, c'est formidable. On est l'un des départements de France où le taux de non-scolarisation post-bac est le plus élevé de France. Pourquoi les jeunes arrêtent? Alors certains arrêtent parce qu'ils vont travailler en Suisse et ils ne se rendent pas compte qu'ils vont gagner plus d'argent, mais demain, c'est rien de garanti. Mais il faudrait peut-être travailler effectivement sur cette envie de faire des études. Mais s'ils se disent, si je dois faire des études pendant 5 ans pour trouver un boulot d'OS, c'est pas la peine. Peut-être qu'ils se disent ça aussi. Tout ce qui est violence, bien sûr, c'est le contraire de la cohésion sociale. Donc, quelle que soit les formes de violence, bien sûr, il faut les prévenir, accompagner les personnes, dont les femmes qui sont victimes. Et puis, pourquoi pas se dire, on a institué la parité homme-femme dans les conseils municipaux, etc., etc. Pourquoi on n'aurait pas une parité jeunes, personnes âgées? Et dans toutes les instances, finalement, il faudrait aussi que les jeunes puissent trouver leur place. Alors, pour de temps en temps, on fait un conseil municipal des jeunes. Bon, d'accord. Hein? Bon, voilà quelques pistes, mais on va vous laisser la parole. Si vous en avez d'autres, on est preneur. Oui, monsieur Bourbier. Sur la prévention des violences ou le bilan des violences, je suis frappé par la focalisation sur les victimes. On parle des femmes victimes. Et c'est légitime. Ceci n'est pas un sachet de cocaïne. Et on parle, par contre, finalement assez peu, de la prédominance masculine des auteurs de violences. Vous en parliez sur les violences urbaines, je vous ai coupé en disant une très majoritairement, mais le dernier document que j'avais vu en matière de sécurité routière concluait que quand on analyse par genre les conducteurs responsables d'accidents mortels, y compris ceux qui sont morts dans l'accident, 93% d'hommes, 7% de femmes. Cette disparité homme-femme, les hommes sont violents, n'est pas assumée, n'est pas affichée et n'est pas donc moteur d'une politique de réduction des violences. Vous avez parfaitement raison. J'ai pas grand-chose à ajouter. Vous avez totalement raison. Je te laisse. Voilà. Oui, non, mais vous avez raison. Oui. Monsieur Laurent. Je voudrais faire 2 petites remarques. Alors, je le fais au titre de ma casquette de vice-président de la mission locale du Pays de Sur-de-L'air. Concernant la problématique de scolarisation, formation des jeunes, bon, évidemment, les missions locales ont un public qui est justement concerné par des déscolarisations. Et quand vous discutez avec les jeunes, il y a une chose qui apparaît clairement, c'est que l'ascenseur social travail, ils y croient pas. Pour eux, c'est sûr que c'est pas parce qu'on va leur faire une formation, qu'on va leur faire du boulot, qu'on va leur trouver un travail, que ça va leur permettre de sortir de leur précarité. Parce qu'ils ont souvent l'exemple de parents qui ont malheureusement vécu une vie professionnelle qui a été plus marquée par le chômage que par des réussites professionnelles. Donc c'est vrai qu'il y a un gros travail à faire, et comment le faire pour arriver à remettre un petit peu, je dirais, cette méritocratie en avant, c'est-à-dire dire, si tu travailles, si tu fais des formations, tu peux réussir. C'est pas évident. La deuxième chose, c'est alors là, je prends la casquette d'élu adjoint à la ville de Cernay, la parité jeunes seniors. Donc un peu moins d'un an, il y a des élections. Et donc on est tous un petit peu au niveau, alors moi je suis un vieux, hein, c'est clair, on est tous en train de dire, fini les vieux, il faut arriver à rajeunir nos conseils municipaux, alors je parle au niveau communal, c'est pas évident.
Parce que les jeunes, vous allez les voir et ils disent ouais, ouais, on aimerait être plus actifs. Ok, sauf qu'ils ont leur travail, ils ont leurs études, ils ont d'autres aspirations, etc. Et qu'à la fin, ils vous disent oui, mais bon, je veux bien y participer de temps en temps, mais m'engager pour rentrer dans une équipe municipale, non, non. Je ferai ça quand je serai plus vieux. Voilà. Hein. Donc c'est vrai que, et là il y a aussi un travail, alors je ne sais pas par quel biais on peut s'aider mutuellement et essayer de trouver. Alors, on arrive à trouver quelques jeunes qui rentrent, mais enfin, si je prends notre conseil municipal, il faut reconnaître, la majorité c'est plus de 50 ans. Hein. Donc voilà, donc c'était juste quelques remarques à faire. Et c'est vrai, merci en tous les cas pour l'analyse très détaillée que vous avez faite. Je pense qu'il y a un élément qui joue, c'est que jusque dans les années 70-80, on avait ce que Jacques Yon, un sociologue, appelait des constellations associatives, qui étaient de droite comme de gauche, mais grosso modo, les Français étaient encadrés au travers d'activités associatives, syndicales, politiques sans le dire, mais associatives, etc. Il y avait un continuum de vie et d'engagement politique qui se faisait sans qu'on le dise, forcément. Quand on allait à la MJC, on était soit PS, soit PC, selon les lieux. À l'UFCV, on était plutôt sur un milieu plus à droite. Mais toutes ces constellations drainer les gens, socialiser politiquement les gens. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que les jeunes sont très peu politisés, au sens où ils n'ont pas de socialisation politique, d'habitude à penser en termes politiques, donc un repli aussi sur l'individualisme. Et donc effectivement, je comprends bien le constat que vous faites, la difficulté de mobiliser des jeunes qui n'ont plus cette socialisation-là. Voilà. La population qui vote le plus, c'est les anciens. Bien sûr. Je vais jouer la gardienne du temps. Ah, ouais. Et une petite dernière peut-être aussi. Justement, pour vous dire justement, pour suggérer une dernière observation et surtout pour enchaîner, parce que c'est vrai qu'on a parlé de sources d'inégalité, de jeunes, de vieux, d'éducation. Il y a un très bel article aussi sur Le Monde sur les Français sont champions du monde du pessimisme parental. Et ça me permet d'enchaîner avec la future matinale sur justement les questions de parentalité qui seront abordées au mois de juin, me semble-t-il, Didier. Ouais. Voilà. Donc c'est notre prochain rendez-vous. Si vous avez encore des observations, elles peuvent se faire encore ici pendant 2 minutes et elles peuvent se faire après, au moment du pot. Non ? On vous a plombé le week-end. Bon. Bon, on va passer.